Germaine Tillion. Anita Conti. Ella Maillard. Denise Polm. Titaina. Isabelle Eberhardt. Alexandra David Nel. Mary Kingsley. Louise Michel. Louise Michel, légende et chant de geste kanak. Le premier oint, repas de chair humaine. Les Blancs disent toujours que nous mettons de la chair de l'homme dans nos quelets. Ce n'est pas toujours un mensonge. Il y a bien longtemps, on mangeait de l'homme, en effet. Et puis, il s'est passé plus de lune qu'il n'y a d'étoiles, qu'on n'en mangeait plus. Et après, c'est revenu. Il y a des fois que c'est la grande faim, d'autres la grande colère. Depuis bien longtemps, cela n'arrive que rarement, et dans une guerre où la fureur fait mordre. Avant le grand cyclone qui a rongé le rivage, il y a bien longtemps, il y a tant d'ignames qu'on ne peut pas nombrer, les taillos n'étaient pas nombreux. Et il y avait donc du poisson et des cocos tant que personne n'avait faim. On n'abandonnait jamais les vieux pour mourir, car il y avait toujours des bananes qui mûrissaient sur l'arbre et chacun pouvait s'endormir en paix, assis devant sa case. Ceux de Sifu ne venaient pas encore faire la guerre, et ils étaient peu aussi, et ils n'étaient pas affamés. Mais les taillos devinrent nombreux, et il y avait une vieille histoire qu'on disait la nuit, devant les cases, d'un temps où le poisson faisait mourir à cause de la fleur du corail, où les bananiers et les cocotiers avaient été brisés par le vent de mort. Alors, ceux qui étaient les plus forts et qui avaient grand faim avaient mangé les autres pour ne pas mourir. On disait cela sans penser que le temps reviendrait. Mais il y avait de mauvaises oreilles qui entendaient. Téchéa, dont le nom depuis a signifié mauvais, pensait en lui-même à manger de la chair de l'homme, et il en avait une mauvaise envie. Tout petit, il arrachait les fruits à son frère Kérou, dont le nom depuis a signifié bon, et il les mangeait devant lui ou les jetait quand il n'avait plus faim. Téchéa parlait souvent à des autres, pareil à lui, et le vieux Koué l'avertissait qu'il ne fallait pas chercher quelque chose de mauvais, mais Téchéa riait devant le vieux et continuait à rassembler ses pareils autour de lui. Il était si grand et si fort qu'on avait rarement vu un homme de sa taille. Il se passa encore bien des ignames sans qu'il arrivât de malheur. Téchéa et Kérou avaient jeté le peigne de bambou à la belle Caméa, si belle qu'on lui avait donné le nom du soleil. Caméa prit le peigne de Kérou avec les fleurs et le mit dans ses cheveux, laissant à terre celui de Téchéa. Kérou n'aurait pas fait comme avec les fruits. Il aurait disputé Caméa à toutes les tribus, car elle l'aimait aussi. C'était l'igname des récoltes. On faisait le pilou devant l'endroit où le Diao se jette dans la mer, au pied de la montagne d'Arama. Kérou, voyant que son frère n'avait rien dit, fut touché et alla vers lui. Mais Téchéa se détourna et emmena tous les siens derrière les cocotiers. On dansait. Il faisait bon sous les arbres à voir briller les étoiles dans les branches. Le vieux Koué rôdait, inquiet. « Prenez vos saguets, disait-il à ceux qui faisaient la ronde autour du pilou. Il va se passer quelque chose. Mais on ne l'écoutait pas, et il faisait si bon que les pères endormis levaient la tête sous la terre et qu'ils écoutaient. Par 3 fois, Koué dit « Prenez vos saguets ». Mais la première fois, on dansait, la seconde, on chantait, et la troisième, il était trop tard. Téchéa et les siens étaient tombés sur la tribu. Leur casse-tête était en bec d'oiseau. On ne les avait point remarqués jusque-là, mais c'est depuis ce temps-là qu'on en fait de pareil. Bientôt, il ne resta plus de vivants que les femmes, les tout vieux, qui étaient étendus sans pouvoir bouger,
et les petits-enfants. Kéréa avait eu la poitrine ouverte du premier coup. On ne jeta pas de branches vertes sur les cadavres en signe de deuil. Les méchants voulaient assouvir leur idée. On fit des trous avec des pierres brûlantes au fond, et on mit les plus jeunes et les plus gras dans de grandes feuilles de bananier. Téchéa avait attaché à un arbre avec des lianes Caméa qu'il avait prise pour lui, et il en voulait faire sa femme. Au loin, les femmes et les petits-enfants étaient assis par terre, n'osant plus pleurer, et les vieux s'emplissaient la gorge de terre pour s'étouffer. La nuit était passée. Le matin apparut blanc sur la brousse pleine de sang. Comme le vieux Koué n'avait pas été tué, il se dressa tout à coup devant Téchéa au moment où il allait commencer le premier ouint, repas de chair humaine, et il le maudit. Pendant que Téchéa poursuivait le vieux, Caméa, ayant rongé avec ses dents les lianes qui l'attachaient, s'enfuit, et comme elle était la fille des braves, elle se jeta dans le récif. Et les vieux qui avaient voulu mourir, écoués sous le casse-tête, maudirent Téchéa, si bien qu'il eut peur et lâcha Koué. Depuis ce jour, les guerriers ne quittent plus leur saguet dans les fêtes. Les petits-enfants ont grandi, leurs mères leur ont raconté le ouint rouge, et le vieux Koué, qu'on n'osait plus toucher parce qu'il était devenu un grand tacalé, leur racontait aussi. Mais rien n'y fit. L'homme avait goûté à la chair de l'homme. Il avait bu son sang. Il en voulut toujours boire. Téchéa s'était fait Théama des tribus, et quand il voulait, on faisait un grand pilou, et au moment de la danse, où les taillos traversent le feu devant la ronde des popinets, il en disparaissait 2 ou 3. Le lendemain, le Théama mangeait avec ses guerriers. Bien d'autres ont fait comme lui, et il y a eu aussi bien des Théamas qui ont vendu aux Blancs les plus forts de leur tribu et les plus belles filles pour les servir. Mais celui qui a réveillé le ouint de chair humaine n'en soit pas moins maudit. Le gardien du cimetière. Il est là jour et nuit, le vieux Néchéwa. Chaque soleil levant le trouve endormi, fatigué qu'il est par son œuvre de la nuit. Chaque lever de lune le trouve à travers la vallée, cueillant la fleur qui aide à vivre et qui aide à mourir. La fleur du niaouli et la bouilla, citronnelle, qui réchauffe comme le soleil. Sur la fleur du niaouli, la nuit, par l'ombre, on voit une lueur comme autour des vers luisants. Il est savant, le vieux Noubou. C'est le plus savant des Takata. Il sait conserver tant qu'il veut l'étincelle de vie du vieillard, et il souffle sur celle d'un guerrier quand il lui plaît. De loin, on vient le voir, le gardien du cimetière. Il vit là, avec ceux qui dorment sous la terre et dans les branches des arbres. Il écoute dans sa pensée Néchéwa, le gardien des morts. Les eaux sous le vent se choquent dans les branches des arbres. Entends-tu, Néchéwa, comme passent les abeilles dans le tronc creux des arbres, les essaims des vers passer avec un petit bruit dans les chairs? Mais lui, son rêve va si loin que la langue ne peut plus le dire. Il faudrait tous les mots des langues des Blancs et plus, car il sait les histoires du temps avant qu'on ait vu les Blancs, avant le temps même où on a mis les morts dans les branches, avant, bien avant tout cela. Mary Kingsley, une odyssée africaine. On m'a beaucoup taquiné, les blancs comme les noirs, sur ma partialité en faveur des Fang. Mais j'aime les Africains à ma manière, certainement pas à la mode de la Sierra Leone. Or, les Fang ont, plus que tout autre peuple, les qualités que j'apprécie chez les Africains. Il est donc tout naturel qu'ils aient ma préférence. Ils sont courageux et attirent le respect, élément indispensable à l'instauration des relations amicales. Dans l'ensemble, la race Fang est magnifique, surtout dans les régions montagneuses de la Sierra del Cristal,
où l'on trouve de superbes spécimens de l'espèce humaine, tant parmi les hommes que parmi les femmes. Leur peau a une admirable couleur bronze clair. Les hommes portent souvent la barbe et rares sont les albinos. Dans les montagnes, ils mesurent en moyenne 5,6 ou 5,8 pieds. La différence entre hommes et femmes n'est pas très marquée. Leur visage est animé et expressif et on identifie un fang sans erreur dès qu'on les connaît un peu. Ils tranchent très nettement sur l'état léthargique des tribus de la côte, en net déclin. Pleins de feu, ils possèdent un caractère bouillonnant et une intelligence aiguë. Ils apprennent très vite, sans qu'on sache toujours comment les prendre, car ils se froissent rapidement et font preuve d'une indifférence totale à l'égard des vies humaines. Il est vrai qu'ils ont une mauvaise réputation auprès de gens dont la vie fait plus autorité que le mien. On les dit voleurs, traîtres, assassins, cannibales. Jamais je ne les ai vus coupables de trahison. Mes livres préférés sont les récits d'alpinisme, bien que je n'ai jamais vu de glacier ni de neige éternelle de ma vie. Le style peut être affreux, la syntaxe maladroite, je m'en soucie comme d'une guigne. Mais j'adore les passages où l'auteur, en équilibre sur le rebord d'un précipice, contemple un abîme de quelques milliers de pieds à sa droite et une paroi parfaitement verticale à sa gauche. Ou, mieux encore, quand il rampe sur une arête, avec le vide de part et d'autre. Pour rien au monde, je ne me lancerai dans de pareilles acrobaties. Mais j'ai parfois traversé des régions où je me sentais comme l'alpiniste sur sa crête, en équilibre, sur un fil, entouré de gouffres menaçants. Pourtant, je me sentais autant en sécurité que chez moi, dans mon fauteuil, puisque j'avais une bonne connaissance du terrain. Par terrain, entendez non pas la topographie des villages de cannibales, mais la mentalité des villageois. Dès que l'on comprend les idées qui leur passent par la tête, on ne craint plus rien. Pourtant, je ne vous conseille pas de prendre leurs opinions à la légère, ni de vous en moquer. N'essayez pas davantage d'éradiquer ce que vous prenez pour de pures superstitions. Enfin, ne recourez jamais trop vite à vos armes à feu. Je n'ai jamais eu à m'en servir, et je n'espère jamais avoir à m'en servir. Parce qu'en de telles circonstances, un blanc seul, sans troupe pour lui porter secours, est un homme fini. Non que cette perspective soit de nature à me décourager, mais je préfère contourner l'obstacle plutôt que de le maculer de mon propre sang. À condition de ne pas perdre ma dignité, tant la dignité se révèle une arme essentielle en Afrique. Quant au cannibalisme chez les Fang, bien qu'il soit très répandu, il ne présente aucun danger pour les Blancs, sauf dans la mesure où ils doivent bien sûr protéger leurs compagnons noirs. Contrairement aux nègres, les Fang ne pratiquent pas le cannibalisme pour des motifs sacrificiels. Pour eux, c'est tout naturel. La chair humaine est délicieuse, disent-ils. D'ailleurs, ils aimeraient beaucoup vous y faire goûter. On leur reproche abondamment de manger leurs proches, accusation erronée. Ils mangent les proches de leurs voisins. En échange, ils leur vendent les corps de leurs parents décédés. Mais ils n'engraissent pas d'esclaves pour les manger, comme le font certaines tribus du Moyen-Congo. Chez les Fang, ni esclaves, ni prisonniers de guerre, ni cimetières. Tirez-en les conclusions que vous voulez. À présent, quittons notre village Fang. Je vous emmène sur la Rambouée. Alexandra David Neil. Tibet inconnu des explorateurs,
contempler des paysages extraordinaires qui surpassent en splendeur tout ce que j'ai vu dans l'Himalaya et ailleurs. Et j'ai pu, au mois de janvier, accrocher à mon sac une branche fleurie d'orchidées sauvages. Qui pense à ce pays-là quand on parle du Tibet glacial qui borde l'Himalaya ou le Turkestan chinois? Cependant, rétrospectivement, le frisson de la peur me prend en songeant à ce que j'ai fait, à ces courses parmi les forêts solitaires, ces nuits passées en plein air, seuls, Youngman et moi, couchés auprès d'un brasier flambant, ou d'autres fois tapis entre des rochers ou des buissons. Silence, désert. Les jours d'abondance, un brouet fait d'un peu de graisse et de farine, le tout bouilli de la consistance d'une soupe épaisse. Et les hauts cols vers lesquels on montait pendant plusieurs jours avant d'en atteindre le sommet. On grimpait et il faisait de plus en plus froid. Il n'y avait plus qu'un paysage muet de pierre et de neige. Et nous étions si petits, si perdus dans ces immensités. Il y avait des jours que nous n'avions pas aperçu un être humain. Où allions-nous? Nous ne le savions pas. Nous marchions devant nous. C'est fini. Maintenant, c'est bien. Mais je ne suis pas exempt d'une certaine nostalgie en songeant aux heures étranges que j'ai vécues pendant cet extraordinaire voyage, qui a été surtout inspiré par le désir de faire ce que d'autres n'avaient pas réussi à accomplir, de mesurer mes vieilles forces avec des obstacles matériels et mon intelligence avec des obstacles d'un autre ordre. 2 fois, on a voulu m'arrêter, me barrer le passage. Je m'étais dit que je ne serais pas vaincu. Il y a des gens qui ont la résignation facile. Je ne suis pas du nombre. J'ai été voir là-haut, près des glaciers himalayens, des paysages que peu d'yeux humains ont contemplés. C'était dangereux peut-être. Et comme dans les fables antiques, les déités se vengent. De quoi se vengent-elles? De mon audace d'avoir troublé leur demeure, ou alors de mon abandon auprès d'eux. J'en sais rien. Pour le moment, je ne sais que ma nostalgie. À vrai dire, j'ai le mal du pays, pour un pays qui n'est pas le mien. Les steppes, la solitude, les neiges éternelles, le grand ciel clair de là-haut me hantent. Les heures difficiles, la faim, le froid, le vent qui me tailladait la figure, me laissait les lèvres tuméfiées, énormes, sanglantes, dormant dans la boue glacée, et les haltes parmi la population crasseuse jusqu'à l'invraisemblance. Tout cela importe peu. Ces misères passaient vite, et l'on restait perpétuellement immergé dans le silence où seul le vent chantait, dans les solitudes presque vives, même de vie végétale, le chaos de roches fantastiques, les pics vertigineux et les horizons de lumière aveuglante. Pays qui me semble appartenir à un autre monde, pays de titans ou de dieux. Je reste ensorcelé. Isabelle Eberhardt écrit sur le sable. Au pays des sables, il est des heures à part, des instants très mystérieusement privilégiés où certaines contrées nous révèlent, en une intuition subite, leur âme. En quelque sorte,
leur essence propre, où nous en concevons une vision juste, unique, et que des mois d'études patientes ne sauraient plus ni compléter ni même modifier. Cependant, en ces instants furtifs, les détails nous échappent nécessairement et nous ne saurions apercevoir que l'ensemble des choses. État particulier de notre âme ou aspect spécial des lieux, saisi au passage et toujours inconsciemment? Je ne sais. Ainsi, ma première arrivée à Elwed il y a 2 ans fut pour moi une révélation complète, définitive de ce pays âpre et splendide qui est le Souff, de sa beauté particulière, de son immense tristesse aussi. Après la sieste dans les jardins ombreux de l'oasis d'Ourmès, l'âme toute à l'attente anxieuse, y résonnait d'une vision que je pressentais devoir dépasser en splendeur tout ce que j'avais vu jusqu'alors. Je repris avec mon petit convoi bédouin la route de l'Est. Sentier ardu qui tantôt serpente dans les défilés fuyants des dunes, tantôt grimpe sur les arêtes aiguës, à d'invraisemblables altitudes, hasardeusement. Après avoir traversé lentement et comme en rêve les petites cités caduques enserrées autour d'Elwed, Quinin, Texebet, Gara, nous atteignîmes la crête fuyante et oblique de la haute dune dite de Si-Amar Ben Hassen, du nom d'un mort qui y est enterré à la place où il fut tué jadis. C'était l'heure élue, l'heure merveilleuse au pays d'Afrique, quand le grand soleil de feu va disparaître enfin, laissant reposer la terre dans l'ombre bleue de la nuit. Du sommet de cette dune, on découvre toute la vallée d'Elwed, sur laquelle semblent se resserrer les vagues somnolentes du grand océan de sable gris. Étagée sur le versant méridional d'une dune, Elwed, l'étrange cité aux innombrables petites coupoles rondes, changeait lentement de teinte. Au sommet de la colline, le minaret blanc de Sidi Salem s'élevait, déjà irisé, déjà tout rose dans le reflet occidental. Jamais, en aucune contrée de la terre, je n'avais vu le soir se parer d'aussi magique splendeur. Et toujours encore, pendant toutes ces métamorphoses, pendant toute cette grande féerie des choses, pas un être, pas un son. La teinte pourpre du ciel, qui semblait se refléter dans le chaos des dunes, devenait de plus en plus sombre, de plus en plus fantastique. Le disque démesuré du soleil, rouge et sans rayons, achevait de sombrer derrière les dunes basses de l'horizon occidental, du côté d'Ayenda et d'Araïr. Tout à coup, de toutes les ruelles mortes, sortirent en silence de longues théories de femmes voilées à l'antique, de haillons sombres, bleus et rouges, et portant sur leur tête ou sur leur épaule de grandes amphores frustres en terre cuite, avec le même geste sculptural que devaient avoir des milliers d'années auparavant les femmes de la race prédestinée de Sem quand elles allaient puiser l'eau des fontaines cananéennes. Dans l'océan illimité de lumière rouge inondant la ville et les cimetières, elles ressemblaient à des fantômes glissant au ras du sol, les femmes drapées d'étoffes sombres aux plis helléniques, les femmes qui s'en allaient en silence vers les jardins profonds, cachés en les dunes de feu. Très loin, une petite flûte en roseau commença de pleurer une tristesse infinie. Et cette plainte ténue, modulée, traînante à la fois et entrecoupée comme un sanglot, était le seul son qui animait un peu cette cité de rêve. Mais voilà que le soleil a disparu, et presque aussitôt, lentement, le flamboiement des dunes et des coupoles commence à se foncer jusqu'au violet marin, et ces ombres profondes qui semblent sortir de la terre assombrie remontent, rampent, éteignent progressivement les lueurs qui allument encore les sommets.
Titaïna, une femme chez les chasseurs de têtes. Pour l'homme Toraja, quelle est la première mort? La mort du corps, elle est longue. Tant qu'il reste un peu de chair, une partie de l'âme l'habite, et le corps n'est pas mort. Combien de temps le corps met-il à mourir? Quelquefois 6 mois, quelquefois 1 an. Et où est l'âme pendant la mort du corps? Personne ne le sait. Elle erre autour de lui. Elle est malheureuse parce qu'elle cherche à se réincarner. Elle est peut-être dans le toit ou dans le feu. Peut-être rejoint-elle l'âme du riz. Elle ne revient jamais dans le corps qu'elle a quitté. Elle essaie, mais elle ne peut pas. Des morceaux d'elle seulement sont attachés à la chair, au sang. Tant qu'il reste une parcelle du corps, l'âme n'est pas délivrée. Et pourquoi les femmes mélangent-elles l'eau du mort avec le riz? C'est la coutume. Ainsi, l'eau ne se perd pas. Une partie de l'âme coule avec l'eau. Ceux qu'elle aime la recueillent et la conservent. Séparés par l'étroitesse du sentier, chacun de nous reprend son rythme. Sur quelle route vas-tu m'entraîner, frère Toraja, toi qui as su pousser l'amour jusqu'à une communion que nul, hors toi, n'aurait su concevoir? À la simplicité de ta vie, je suis presque arrivée. Regarde, ces poids que sur ton dos tu portes suffisent à mon univers. Encore un petit peu de temps et je te rejoindrai. Seulement tu ne sais pas quel barrage j'ai dû forcer, quelle chaîne j'ai dû arracher de moi pour fuir les masques et le miroir déformant. Sous le soleil, courbé vers les cailloux que ne sentent plus tes pieds nus, sais-tu que je suis plus lourdement chargée que toi, moi qui ai de la mémoire? Un oiseau bleu, de ce bleu comestible des lessives, vole d'arbre en arbre près de nous. La vase des rizières de buffles blancs fait des buffles noirs. Entre leurs cornes dorment des enfants nus. Aucun bruit, hors celui des pierres roulant sous nos pas. Nous montons sans cesse. Devant nous, un mur à pic barre la vallée. Il est droit, coupé à la hache par le mystérieux géant des tremblements de terre. Sa paroi verticale, seuls peuvent l'atteindre les rapaces dont l'ombre dessine des cercles dans la vallée. Pourtant, au centre, séparé de la terre et du ciel par le vertige, j'aperçois des hommes immobiles. La rapidité de mon cheval, fouetté d'une liane, précise la mise au point de mon horizon. Ce ne sont pas des hommes, ces êtres suspendus sur l'abîme, mais des statues. Leurs mains tendent leurs paumes vers le ciel, leurs yeux blancs fixent l'invisible. Serrées les unes contre les autres, sur un rebord taillé dans le roc, elles sont à la fois très humaines et très près de ces esprits dont parlent à voix basse les peuples des îles. Accroupis sur le sol pour souffler, les porteurs nous regardent alternativement. Qu'est-ce cela? Ce sont les tombeaux Toraja. Que reste-t-il à mettre dans le tombeau puisque le corps meurt peu à peu dans la case? Les os. Est-ce la deuxième mort? Non. La première mort est la mort du corps. Quand elle est terminée, l'âme est libre. Sa liberté est la deuxième mort. Et la troisième mort? Tu le vois, c'est la création du Tao Tao. Comment? En langue Toraja, homme se dit Tao. Par conséquent, la statue de sa troisième mort, Tao Tao. Familiarisé avec les images chères au langage des primitifs, j'entre dans le jeu. Homme, Tao, Tao Tao, homme 2 fois, le double. Dans son double, dans son Tao Tao, l'âme vient-elle se reposer? Qui le sait? Peut-être si elle doit attendre longtemps avant de se réincarner. Peut-être vient-elle aussi entre 2 courtes réincarnations.
Ou bien, une partie de l'âme est-elle dans une fleur, un oiseau, un buffle? Et l'autre partie demeure ici. Et après leur mort, tous les hommes Toraja ont-ils leur Tao Tao sur leur tombe? Non, seulement les hommes supérieurs, les chefs ou les saints. Quand un esclave meurt, sa famille suspend à son tombeau un objet lui ayant appartenu. Oui, de préférence son chapeau ou l'écuelle dans laquelle il mangeait. Je remets mon cheval doucement au pas. Nous allons en pleine magie. Depuis 8 jours seulement, j'ai plongé dans la vie Toraja et déjà s'effacent et s'estompent mes appréhensions de néophyte. Pieds nus, je grimpe dans les montagnes où les serpents glissent leur peur sous les pierres. Sans chapeau, j'ignore le soleil. Sans manteau, je méprise la pluie. Le temps n'existe pas, ni les heures. Aucun motif ne guide le hasard de mes courses. Je demeure de nuit dans un village, en traverse un autre sans m'arrêter. Avec la lumière changent les nacres des rizières et les vinciels répétés dans leur profondeur. La vie quotidienne du peuple grave sa fresque sur le paysage. Sans accord final, les chants des hommes et des femmes se sont tus d'un seul coup, et dans le silence éclate le ricanement rituel répété en écho à plusieurs voix. Ah, 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 ah. Les danseurs ont bondi sur la place. Leurs masques grimacent dans l'ombre de leurs chapeaux en cloche. Le rite de leurs pas se répète et se renouvelle devant les demeures des époux défunts, dont les os cousus dans la peau d'un buffle le jour de la deuxième mort vont enfin trouver la paix du tombeau. Ah, 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 ah. Ah, la répétition du cri crée l'hypnose. Les hommes assis sur le sol surgissent de leur calme comme des rêves pour le hurler en appel. Ah, 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 ah. Et 1000 poitrines répondent aussitôt d'un seul souffle. Tandis que les danseurs, sans lassitude, tournent et sautent, balancent leurs bras, penchent leur tête, présentant au soleil l'impassibilité de leurs masques. Contre les cercueils, les femmes accroupies dans l'ensevelissement de leurs chapes demeurent dans une immobilité et un silence qui annihilent leur présence, comme celle des morts eux-mêmes. Chacun sait que les morts ne sont plus là. Depuis des mois, leur âme a quitté les os que ne recouvrait plus aucune chair. Peut-être est-elle déjà réincarnée? Ou bien, entre deux existences, est-elle venue rôder autour de ceux qui burent l'eau de son corps? S'il en est ainsi, elle peut se reposer, car dominant les danses, les chants et les pleurs, son Tao-Tao, son double latent. Soutenu par un bambou, le visage voilé, revêtu d'oripeaux, orné de bijoux et d'armes, les poupées magiques fixent de leurs yeux blancs tout ce qui du rite est invisible. Balancées au gré des mouvements de leurs porteurs, elles semblent des guignols grotesques aux ficelles cassées. Pourquoi ne prêtent-elles pas à rire? Cette force, qui fut l'âme du mort, est-elle entrée dans leur chair de bois? Et si oui, sont-elles une différence entre l'homme qu'elle habita et le pantin qui tremble entre les mains d'un vieillard? Denise Paulme. Lettre de Sangha. Sangha. Mercredi 15 mai 1935. Il fait très chaud maintenant. Jamais moins de 35 degrés, souvent plus. Je n'en souffre pas, mais l'enquête demande un effort plus grand. Je l'interromps plus souvent, la nuque martelée de coups de poing. Le boulot ne commençant pas avant une quinzaine de jours, nous partons demain pour Mendeli. 14 ou 15 villages à voir, soit 2 ou 3 jours. J'aime beaucoup la vie de déplacement.
et me suis surprise hier à déplorer la vie renfermée de Sangha, où le campement n'a ni porte ni fenêtre. Je t'écris d'une tempête de sable qui balaie la salle à manger, et les baobabs prennent un air japonais dans la brume soulevée. T'ai-je dit que le dimanche 26, nous devons faire aux enfants de l'école une conférence sur la nécessité d'une union étroite entre la France et ses colonies pour surmonter la crise économique? Nous avons reçu à ce sujet une bien belle lettre de Bandiagara. Pour moi, je compte glisser quelques mots sur la nécessité de rester fidèle aux vieilles coutumes, etc., qui feront certainement plaisir à l'instituteur. Sangha, dimanche 11 août 1935. Pas de courrier cette semaine. La poste est restée en panne entre Bamako et Mopti, avarie au bateau. Déception. On se sent plus loin, plus isolé avec les pluies maintenant abondantes et une route où s'épanouit une végétation, à nous l'adjectif rare, luxuriante. L'Europe existe-t-elle encore, se demande-t-on, lorsqu'on voit ici une civilisation, une société qui n'ont pas changé depuis des siècles et ne montre, somme toute, aucun signe de décadence. Il fait plus frais et les santé sont en somme très convenables. Tout est pour le mieux dans un monde où il y a des pommes de terre, des petits beurres et de la confiture. Je ne travaille plus beaucoup, c'est-à-dire que je ne fais plus beaucoup de fiches, mais je passe des heures sous un baobab avec nos amis, en jouant avec le fils d'Ambara ou celui d'Apama. Nous ne parlons pas, mais nous nous comprenons. Le résultat matériel de ces journées n'est peut-être pas énorme, quoi qu'avoir le nombre de fiches, mais pour moi, elles sont sans prix. Ici, enfin, j'aurais trouvé ce que j'ai si longtemps cherché, la paix avec moi-même, le calme intérieur et des relations possibles avec d'autres hommes. Quelle chance inespérée que ces mois de solitude, au moment où j'en avais sans doute le plus besoin. On nous a apporté hier une minuscule tortue, guère plus grande que mon ongle. Elle est installée sur un lit d'herbe au fond d'un canari et ressemble tout à fait à une vieille dame qui inspecte son potager. Les maquinets ont une petite biche dont je ne peux oublier le regard, des yeux énormes et si doux. Appris encore des choses sur le lébé et le hogondaru, qu'on tuait autrefois tous les 10 jours. Le sacrifice de l'âne est un substitut au sacrifice humain comme celui du chien. Où en est le troca? J'ai peur un peu de ce retour en Europe, du bruit, des gens. Est-il si difficile de vivre en termes possibles avec les gens? D'ici, il semble que tout devrait être simple, mais les enfants s'amusent en français dans la cour. « Monsieur l'inspecteur, je t'enverrai en prison. » Sangha, 19 août 1935. Nous quitterons Sangha le 13 septembre, Mopti le 16, pour être à Dakar le 23. Nous embarquerons le 24 sur le Kerguelen, qui nous mettra à Bordeaux le 2 octobre. Le bateau suivant serait trop tard. Il me paraît incroyable de penser que dans 3 semaines, guère plus maintenant, j'aurai quitté ce pays, où tout suggère l'éternité, où j'ai vécu toute une vie, semble-t-il. Lorsqu'on a accepté ce pays, appris à l'aimer, car on peut aimer Sangha, on est un peu confus de tout ce qu'il vous donne, d'une telle munificence. Je me suis trouvée ici. Connaîtrai-je jamais un autre pays où j'éprouverai la même aisance dans tous mes gestes? Même ce sentiment de danger perpétuel, la lutte constante à soutenir contre le soleil, la lassitude, etc., tout cela est exaltant. Nous partirons pour Bandiagara à la fin de cette semaine, ayant enfin reçu l'autorisation de Bamako de consulter les archives. Et nous ne reviendrons peut-être que les tout derniers jours ici. L'emballage est déjà plus qu'à moitié fait, quoique commencé seulement ce matin. Je retourne dans les villages,
avec chaque fois l'impression de dernière fois. Et le drame quotidien du coucher du soleil s'accompagne chaque soir du un de moins. Et là, Maillard, oasis interdite de Pékin au Cachemire. Avant-propos. En 1932, venant de Moscou et ayant gravi à pied un col de 5000 mètres d'altitude, j'avais réussi à gagner la frontière orientale du Turkestan russe. Là, du haut des monts Célestes, j'apercevais enfin à l'est, dans une plaine lointaine, le poudroiement jaune du désert de Taklamakan. C'était la Chine, le pays fabuleux dont je rêvais depuis mon enfance. Là, serpentaient encore vieilles comme le monde les pistes de caravane suivies jadis par Marco Polo jusqu'à Pékin. Mais il m'avait été impossible d'obtenir le visa nécessaire pour entrer dans la province quasi indépendante du Turkestan chinois, isolée du reste du monde par ses troubles politiques, de même que la Mongolie extérieure. Si j'avais continué, j'étais emprisonné au premier village chinois. Je fis tristement volte-face, tournant le dos à l'inconnu démesuré qui m'appelait. Pourtant, la persévérance, même celle des seuls désirs, a des vertus magiques. 2 ans plus tard, à la suite de circonstances inattendues, je tentais la chance auprès du rédacteur en chef d'un grand quotidien parisien. Et mon interlocuteur voulut bien admettre que ses lecteurs attendaient avec impatience que je leur dise la vérité sur le Manchukuo. Mon départ était décidé. Le séjour que je fis au Manchukuo me servit d'introduction à la vie chinoise. En octobre, je débarquai à Deren, grand port où pour la première fois je vis des Japonaises en kimono dont les socs de bois claquaient sur le sol en béton de la gare maritime. Je parlais le russe, qui est répandu dans tout le nord du pays, et pénétrai dans les milieux les plus divers. Pendant près de 3 mois, tout à ma curiosité, je parcourus ce nouvel État, le 7e du monde par sa superficie, qui est égale à celle de la France et de l'Allemagne réunies, et où vivent 30 millions de Chinois. J'allais le plus loin possible des palaces feutrés et des express profilés. J'explorais des voies ferrées en construction, dont l'une parcourt près de la frontière soviétique une région infestée de bandits. En Corée, au bord du Pacifique, je vis des Japonais créer de toutes pièces l'immense port de Rachin, sur la ligne la plus rapide et la plus sûre du Japon, à Siking, capitale du Manchukuo. Tout au nord de Karbin, j'allais dans les villages perdus, où les Russes émigrés vivent comme des bêtes. Là, de petits Japonais pionniers infatigables du Far West nippon construisent des villes champignons et prospectent les plaines démesurées, essayant d'oublier qu'ils sont des insulaires sur un continent dont la grandeur les grise. Partout, je trouvais ces obstinés travailleurs, totalement dévoués à leur patrie. Établis au cœur du pays, malgré l'hiver sibérien, avec leurs femmes, leurs bureaux, leur nourriture, leurs camions, leurs sandales et leurs kimonos, c'est eux qui commandent en fait sur les chantiers de construction, dans les exploitations, dans l'administration. Je campais dans des auberges chinoises perdues au fond de l'éternelle plaine mandchourienne. Je mangeais dans les gargotes indigènes, je dormis sur le kang de terre battue, ou sous la tente de feutre à la saison où les chiens de garde ne sont qu'une boule de givre cristallisée autour de leur chaud sommeil. C'était dans le Barga, où des Mongols soi-disant autonomes ont la faveur des Japonais qui cherchent à combattre par eux l'influence toute proche de la Mongolie soviétique. À Tsitsiar, par 30 degrés de froid, tout en jouant au ballon avec les pères de la mission suisse, je questionnais et je compris tout le fléau qu'est le banditisme. Ailleurs, chez des pères canadiens aux barbes blondes réunis autour de la table d'un souper végétarien, j'appris à connaître la misère des indigènes. Plus tard, vivant chez un maître de poste chinois logé avec sa famille et sa jeune concubine dans une seule pièce, sa conversation me fit réaliser toute l'impossibilité d'une entente avec les Japonais, incompatibilité d'humeur dont dépend l'avenir de l'Extrême-Orient. Une fois de plus, je vis l'armée toute puissante, aussi bien sur les civils de sa propre nation, qui avaient souvent des idées différentes des siennes, que sur les indigènes pleins de haine pour un maître brutal.
Anita Conti. L'océan, les bêtes et l'homme. Pour ceux qui aiment saisir le sens d'une aventure. Dans ces fosses profondes, l'océan pourrait engloutir les plus hautes montagnes. Et dans ses épaisseurs moyennes, il couvre près des 3/4 de la Terre. Emmêlé à l'ampleur de ces immensités, grandit et s'entretue un formidable monde, animal, végétal, et sans doute n'existe-t-il sur aucune autre planète d'aussi fascinants et sombres abîmes que ceux-là, remplis d'une eau noire, soudain traversée de flamboiements. L'eau s'anime, elle explose et grouille. Jusqu'en ses fonds brûlent des incendies de lumière froide. Partout, la vie se révèle. Cependant, pour l'homme, l'élément liquide est mortel. Et pour flotter à sa surface, son espèce inventa des engins divers. Elle en inventa ensuite de plus complexes qui lui permirent d'y plonger. Presque en même temps, d'autres hommes voulurent se décrocher de notre vaisseau cosmique. Ils s'arrachèrent à la Terre. Ainsi, océanautes et cosmonautes peuvent désormais agir en oubliant une des pires servitudes, celle du poids qui nous tient au sol. Mais chacun d'eux, découvreur d'espaces inhumains, a rencontré partout, par rapport à soi-même, les effroyables murs de l'indifférence minérale. À l'écho des hommes vivants, l'univers est sourd. J'ai sans doute dépensé inconsciemment la plus longue partie de mon existence à préparer les termes d'une interrogation. Si l'appel obscur et sauvage qui m'entraînait vers la mer et les bêtes de la mer m'avait fait accepter les missions les plus inattendues, rien cependant ne pouvait me faire penser que les masses d'observations acquises me deviendraient un jour des matériaux précieux. Pourtant, elles le devinrent après que la science internationale eut défini les redoutables conséquences de régimes alimentaires carencés, en même temps que s'affirmait partout sur la Terre la menace d'accroissement numérique accéléré de l'espèce humaine. Dès lors, toute la rudesse de mon existence commença à se justifier. Le fil conducteur d'une succession d'études apparemment discontinues et désordonnée, relia des conclusions évidentes. Et puis, nées des observations géniales d'un marin tel que Jacques-Yves Cousteau, la force d'une idée se dégagea, grandit et prit un centre interrogatif. Comment faire vivre et reproduire des bêtes dans la mer, des légions de bêtes, des milliards de bêtes ? Nul ne pouvait répondre. La géante multiplicité du monde animal couvre les ramures d'évolution millénaires. La puissance des nombres y balance l'infini des fragilités. Partout, la vie est en marche, mais à travers l'ampleur océanique, comment influer sur la vie ? L'interrogation allongea ses antennes. Il fallait écouter le passé, réentendre la leçon des tentatives d'autrefois, saisir l'enseignement des chercheurs d'aujourd'hui, plonger dans leurs travaux, se nourrir de chiffres, d'analyses, s'enivrer de l'effort des autres, de la science des autres. Je suis éreintée d'une longue accumulation de fatigue. En Afrique tropicale, des marins noirs m'ont appris la loi de l'affrontement entre les volontés d'hommes et la puissance océanique symbolisée par les vieux squales, les bêtes sorcières. J'entends encore leur voix. Si tu commences la lutte, il faut la gagner. Il faut la gagner. Il faut la gagner. Ici, aujourd'hui, nous sommes en mer froide. L'idée se laisse approcher. Il faut la suivre au long des rivages, la relier aux agitations de l'atmosphère, marcher vers elle,
vers le grand large et s'enfoncer. Dans l'eau, le grouillement énorme de la vie gronde comme une éternité d'interrogation. Une furie d'espoir me secoue. Évidemment, la lutte a commencé. Germaine Tillion. Il était une fois l'ethnographie. Incubes et djinns. Dans le Maghreb, 2 générations de télévision ont fait perdre leur crédit aux ogres et aux ogresses. Qu'en est-il de l'espèce djinn? Celle-là, coriace, continue à sévir dans les maisons modernisées des campagnes qui émigrent en Europe, et elle ne craint pas de s'aventurer dans les villes, car les barbus, dits islamistes, ne lui font pas peur. Encore aujourd'hui, on emploie des périphrases pour ne pas avoir à prononcer son nom. Le mot arabe « djinn » entre dans la langue française au XVIIIe siècle, mais c'est avec Victor Hugo qu'elle acquiert, si l'on peut dire, un titre de séjour définitif. Mais le djinn lui-même, de quel pays vient-il? Lorsque pour la première fois, les Aurésiens me racontèrent les méfaits de cette engeance invisible, j'ai pensé qu'elle était exclusivement exotique, comme les grandes épidémies. Eh bien, en fouillant les archives, on ne la trouve pas si exotique que cela. Dans le Maghreb, les ancêtres des djinns sont signalés 3 bons siècles avant l'islam. Et par qui? Par saint Augustin, né à Soukharas en l'an 354 de notre ère, qui écrit « C'est une opinion répandue et confirmée par les témoignages directs et indirects que les sylvains et les faunes, vulgairement appelés incubes, ont souvent tourmenté les femmes. Il y a même de nombreux démons que les Gaulois appellent duzes ou lutins qui se livrent très régulièrement à ces pratiques impures. Multiformes et inégalement dangereux, les plus anodins des djinns se comportent en effet à peu près comme nos feux lutins, gobelins, farfadets, poulpiquets, foulteaux, dracs ou kobolds, j'en oublie, car comme eux, ils se cachent sous les tas de bois, au bord des mares, dans les écuries obscures, et ils jouent des méchants tours aux enfants d'Adam qui, à la nuit tombante ou tombée, passent par là. Lorsque, pour parler des djinns, on utilisait seulement la forme plurielle, c'est qu'il ne s'agissait que de diables ordinaires dont on parvenait à se débarrasser sans grande difficulté. Mais quand il s'agissait d'un djinn au singulier, on l'appelait agéni. Et c'était une toute autre histoire. Le agéni aurésien, agéniou en petite kabylie, s'attaquait aux femmes. La tagénite, djinia en zone arabophone, persécutait les hommes, ou plutôt un homme, son homme. Au masculin, le agéni était un singulier très masculin, ou un masculin très singulier. Au féminin, la tagénite se comportait en épouse abusive. Ces mariés invisibles dérangeaient considérablement les gens visibles, ainsi qu'on va le voir. Peu de temps avant mon arrivée à Kébar, un lignage respecté de la Ferka à Khalaf avait décidé de marier son fils aîné. Grave affaire, car au su de tout le douar, celui-ci était déjà épousé par une tagénite. Or, la tagénite est jalouse et méchante. Et d'autre part, une tagénite ne va pas chercher l'eau à la source de Kerma, ni quérir le bois dans la proche montagne de Tadjout. Elle n'aide pas sa belle-mère à moudre l'orge, elle n'a pas d'enfants, du moins pas d'enfants visibles, et seuls les enfants visibles vont garder les chèvres, héritent des terres, apprennent à labourer, vengent le père s'il y a lieu, et, en attendant les occasions de vengeance, intimident les voisins querelleurs. Qui plus est, l'époux de la tagénite était un fils aîné, et l'on ne marie pas un fils aîné avant son cadet. Cela faisait donc beaucoup de raisons graves pour marier ce garçon-là avec une personne terrestre. On ne marie pas n'importe comment un fils aîné, donc. Il lui faut, si possible, une cousine.
Et en tout cas, une mariée vierge. Qui dit mariée vierge, dit tam-tam, coup de fusil, grand repas de viande, grande dépense, et 7 outres peintes en rouge, appelées idjens, au singulier idji, attachées en haut du gros pilier de la tente. Ces outres sont pleines de blé, de dattes et de sortilèges, car c'est à leurs pieds que doit avoir lieu la défloration, au cours de laquelle il est convenable que la mariée hurle, que les invités de la noce, tous les cousins, crient des conseils et des encouragements au nouvel époux, généralement intimidé et maladroit. Cette nuit-là, malgré les 7 outres et les encouragements des cousins, les choses ne se passèrent pas bien. Pas bien du tout, car le marié mourut, étranglé par sa tagénite. C'est ainsi, du moins, que tous les gens de Kebar me racontèrent plus tard l'événement. Et je n'ai rencontré personne dans le Hark donnant à cette mort une autre explication. L'épouse visible eut de la peine à trouver un deuxième épouseur, non sans raison, car son ex-rival la jeta à terre à plusieurs reprises, et une fois lui cassa un membre. Je tiens d'elle-même les détails de ses malheurs. Ces alliances incommodes ne sont nullement une particularité locale auprès de la Resse. Dans tout le reste du Maghreb, on les retrouve. En petite Kabylie, le Hagéni est poliment appelé le frère et la Tagénite, la sœur, qui plus est, en employant le mot arabe berbérisé et pas le mot berbère. Eh bien, malgré ces égards, on n'en est pas moins très maltraité par eux. Pendant 3 mois, mon beau-frère a été attaqué par une sœur qui voulait l'épouser, me raconte un marchand de légumes parisien originaire de Beni Abbas. Finalement, le père du jeune homme fit intervenir le cheikh des Amaria et mon beau-frère fut tranquille quelque temps. L'histoire, comme on voit, finit à peu près bien et l'épouse visible semble avoir pour une fois éliminé sa rivale. Tel n'est pas le cas d'une mariée égyptienne qui, en 1984, demanda au tribunal du Caire de rompre son mariage à cause des incommodités que lui imposait la concubine invisible de son mari. Et là, Maillard, oasis interdite de Pékin au Cachemire. De 20 à 2000 km par jour. Adieu l'insouciante vie de voyage. L'ombre de la guerre plane sur l'Europe. L'Italie attaque l'Abyssinie et l'on parle de fermer le canal de Suez. Il faut rentrer au plus vite. Pour retourner à Londres, Peter tient à confier sa personne au Imperial Airways et moi je rejoins la ligne Air France à Karachi. Ce retour en avion reste pour moi un souvenir ahurissant. Nous survolons les montagnes lunaires et désertiques du sud de la Perse et il me semble qu'à peine parti, notre homme qui cause avec le monde, écouteur aux oreilles, annonce déjà notre arrivée au prochain aéroport. Golfe Persique, Mésopotamie, quelques heures de sommeil à Bagdad et voici Damas, où flotte le drapeau tricolore. En auto, on traverse le Liban pour gagner Beyrouth. Et voici enfin la radieuse Méditerranée, une mer où je me sens chez moi, où les couleurs, l'atmosphère et les voiliers même ont des formes qui me sont familières. Puis c'est la Grèce, les îles égrenées au milieu de la mer intense. Et en un jour, le bond jusqu'en France, alors qu'à la voile sur le Bonita, nous avions pris 1 mois pour faire le même trajet il y a tout juste 10 ans, à la vitesse moyenne d'une caravane. Quel contraste prodigieux que de sauter de 20 à 2000 km par jour sans transition. J'avais tellement pris l'habitude de me déplacer comme on le faisait il y a 1000 ans au pas lent des chameaux que maintenant j'ai peine à réaliser que chaque jour, je survole de nouveaux pays, habités par des races différentes. Les siècles d'histoire, les berceaux des religions, tout me semble s'y ramasser sur un petit espace après que Pékin aux Indes, l'Asie m'est parue sans fin. Et malgré la petitesse de ce continent européen, plus que jamais la mésentente règne entre ses occupants. Pourtant, ils ont tous de l'eau douce et de l'herbe sur leur terre. Après tant de lieux étranges, japonais, chinois, tibétains, mongols,
À peine ai-je foulé à nouveau le sol de France à Marseille que d'un seul coup de rein, l'avion est de nouveau en l'air. Jusqu'à Lyon, la femme chic assise devant moi a juste le temps de se refaire une beauté. Court arrêt dans un aéroport où se pressent des consommateurs endimanchés qui fument du gros bleu, où courent des enfants indisciplinés et où chacun semble passer son temps à serrer la main de tout le monde. À la nuit tombante, voici surgir au nord l'énorme essaim de lumière qu'est Paris le soir. Soudain, je comprends quelque chose. Je sens maintenant, par toute la force de mes sens et toute celle de mon intellect, que Paris n'est rien. Ni la France, ni l'Europe, ni les Blancs. Une seule chose compte envers et contre tous les particularismes, c'est l'engrenage magnifique qui s'appelle le monde. Liban, septembre 1936.